Bonjour tout le monde. Bon matin. Merci de nous accueillir ici à Paris pour parler un petit peu du Canada. Désolé si vous espériez tous un bel accent canadien. Vous avez remarqué que ce n'est pas spécialement mon cas. Je m'appelle Geoffroy Krajewski, je suis originaire de Belgique. Ça fait un peu plus de 5 ans maintenant que je vis au Canada, que je travaille dans l'éducation aux adultes. Je suis maintenant directeur général du CODAC-NB, c'est le Conseil pour le développement de l'alphabétisme et les compétences des adultes au Nouveau-Brunswick. Et je suis ici aussi à titre de président du RESDAC, qui est notre réseau national du développement de l'alphabétisme et des compétences. Alors, le RESDAC, qu'est-ce que c'est que cette machine? C'est, comme je dis, un réseau de membres au travers du Canada. Donc, le Canada, c'est 13 provinces et territoires, dont le Québec. Le RESDAC, on travaille dans les 12 autres provinces et territoires, c'est-à-dire dans la francophonie minoritaire. Il y a dans chaque province et territoire un membre qui est membre du RESDAC, et certains membres sont eux-mêmes un réseau de membres pour avoir un impact sur leur territoire et leur province. Un contexte important quand on parle du Canada, c'est évidemment tout le contexte de la francophonie minoritaire. Le Canada est un pays bilingue, mais il ne compte qu'une seule province qui est officiellement bilingue, c'est le Nouveau-Brunswick, c'est de là que je suis originaire, où sur une population de plus ou moins 800 000 habitants, on a 30% de francophones. Après le Québec, c'est la province où il y a le plus de francophones en termes de pourcentage. Dans les autres provinces et territoires, la francophonie minoritaire, c'est en général moins de 5% de la population. Et donc, évidemment, on doit travailler dans ce contexte où être francophone, ça implique toute une série de compétences additives par rapport au reste du Canada. Le RESDAC a essentiellement 2 mandats. Un premier mandat qui est dans le domaine économique, où on travaille notamment avec l'intelligence artificielle pour reconnaître certaines compétences qui sont nécessaires dans certains lieux du territoire, avec toute une série d'outils qui permettent d'aller chercher quelles sont les compétences qui sont recherchées dans certains territoires du pays, et avec un système de formation de compétences, une plateforme de formation à distance notamment, qui vient compléter ce besoin de formation. Et on travaille aussi dans un volet social, où on est en train de travailler sur le concept des communautés apprenantes. Vous connaissez sans doute le réseau des villes apprenantes au niveau de l'UNESCO. C'est vrai que le réseau des villes apprenantes au Canada, il y a une seule ville apprenante, c'est Edmonton en Alberta. C'est un concept qu'on essaye de laisser un petit peu de côté au niveau du RESDAC, mais on parle davantage de communautés apprenantes. Parce que justement, quand on parle de villes apprenantes, au niveau des francophones, il y a beaucoup de choses qui se passent en anglais. Et en tant que francophone, on risque d'être laissé un petit peu de côté. Donc on a davantage tendance à parler de communautés apprenantes ou de territoires apprenants au Canada. Et donc c'est là-dessus qu'on est vraiment en train de travailler au niveau des badges numériques. Et je vais laisser Denis, notre directeur général du RESDAC, parler un petit peu de ce qui se passe à ce niveau-là. Bonjour. Donc, on a un réseau à travers le Canada. On ne parle même pas de communauté, on parle de province, on parle de territoire. On part avec des compétences du gouvernement canadien qui s'appellent les compétences pour réussir, ce que vous voyez un peu en vert. Et ces compétences-là, c'est un peu, comme on dit chez nous, du one size fits all. Donc, on avait un peu de la difficulté à se retrouver là-dedans. Donc, on a réfléchi d'abord sur le cadre de compétences, donc le référentiel, et on a travaillé, c'est important pour nous, parce qu'on est dans cette articulation avec le formel, le non formel et l'informel, et on cherche comment je pourrais dire, donc quasiment la permission des composantes formelles à travailler avec nous dans une espèce d'écosystème d'apprentissage tout au long de la vie. Donc, avec eux, on s'est posé la question à savoir, est-ce que ces compétences pour réussir dans un contexte minoritaire sont les bonnes compétences? Et au départ, on a dit oui, on passe à d'autres choses. Puis on a insisté sur un processus de réflexion. Et puis après réflexion, on s'est aperçu que vraiment, non. On a dû adapter les compétences pour réussir et on a rajouté 4 compétences, les compétences qu'on appelle pour s'épanouir. Donc, je suis même très impressionné d'avoir entendu parler beaucoup ici d'engagement, mais nous aussi, cet engagement citoyen,
le vivre ensemble, l'affirmation identitaire et les compétences linguistiques. En situation minoritaire, les organisations majoritaires vont nous donner des compétences linguistiques en anglais pour se préparer à l'emploi. Sauf que quand on arrive à l'emploi, on va faire les entrevues en anglais à 90% du temps. Donc, nous devons avoir une approche de bilinguisme additif. Et l'approche qu'on avait avant, c'était plutôt soustractif, c'est-à-dire qu'on perdait notre langue maternelle pour pouvoir gagner notre vie, en quelque sorte. Donc, cette idée de réussir et s'épanouir, c'est un peu la démarche de départ. Il faut dire qu'on a réussi à faire en sorte de mettre en place toute la modernisation d'une loi où ce qu'on parle maintenant d'apprentissage tout au long de la vie pour la francophonie canadienne dans des contextes d'apprentissage formel, non formel et informel, de qualité tout au long de la vie. Donc, c'est un bon départ pour notre organisation. Mais là, très rapidement, parce que ma collègue va présenter tout de suite après, puis je veux m'assurer de bien vous présenter la stratégie qu'on s'apprête à mettre en place. Et puis, je suis vraiment content d'être ici parce que plusieurs d'entre vous avaient présenté, c'est très inspirant pour nous qui débutons une démarche au Canada français. Donc, comment on développe ces communautés apprenantes? Comme mon collègue Geoffroy le disait, on est parti avec des rencontres de l'UNESCO où on parlait de villes apprenantes. Ben, imaginez-vous si en Saskatchewan, je demande à ma ville, à Regina, d'embarquer pour une minorité qui est à peu près 1% de la population, d'être une ville apprenante pour nous. Je pense qu'on va faire beaucoup de politique longtemps avant d'avoir des résultats. Je ne suis pas sûr qu'on va avoir des résultats. Donc, on a décidé d'aller avec une approche un petit peu différente. On est allé avec des organisations sur lesquelles les organisations qui ont une seule mission, c'est de répondre à l'épanouissement des francophones. Donc, c'est à partir de là qu'on s'est dit, allons-y de cette façon-là. Donc, on a un parcours, on a entendu parler des Open Badges et puis toute la démarche. On était allé voir sur les vidéos Serge qui nous expliquait les badges. Donc, on a appris un peu autodidacte sur la démarche à mettre en place sur l'ensemble du grand territoire canadien. Donc, on est parti d'abord des individus qui travaillent dans nos organismes. Et on s'est dit, il faut que ces gens-là sont vraiment les architectes de la francophonie, du développement de la francophonie sur le territoire. Nous devons travailler avec ces gens-là dans une espèce de reconnaissance de leur travail. Souvent, c'est un travail qui est très peu reconnu, très peu rémunéré aussi. Ce sont vraiment des architectes du changement social. Donc, on s'est dit, il faut leur donner une espèce de parcours bien penser pour pas qu'après 3 ans, on reçoive une badge parce que ce n'est pas très encourageant. Donc, bien penser dans le temps pour qu'ils puissent, dans une démarche, pouvoir se développer individuellement et arriver à une espèce de badge maître qui forme un peu un tronc commun. À partir de là, les gens s'embarquent individuellement, mais certainement que chacun des gens vont embarquer dans leur organisation, mais cette badge maître ouvre à des spécialisations parce qu'on fait du développement global. On est en situation minoritaire, on n'a pas d'organisation d'État qui va faire pour nous le développement économique ou quoi que ce soit. Donc, on doit, nous aussi, faire ce développement-là. Donc, ce qui nous donne accès, une fois qu'on a ce badge maître, à développer certaines spécialisation de développement holistique de nos communautés. À partir de cette démarche de tronc commun, là, on a Jacques, Pierre, Marc, Henri, puis etc., qui sont dans une organisation, mais encore, on pense qu'il faudrait mettre en place un espèce de concept qu'on appelle des compétences collectives. Donc, dans une organisation, mieux travailler, reconnaître les compétences de mon organisation pour être encore plus efficace dans notre démarche. Et là, on ajoute à ce moment ici une démarche de label avec un cahier de charges qui donne une institution ou une organisation apprenante. On reconnaît par des critères qu'on est encore en train de définir
le cahier de charge et le label. Le label, il est vérifié de façon régulière pour s'assurer qu'il peut garder son label, certainement avec un processus d'accompagnement, de valorisation, etc. On a juste, présentement, là, c'est un long parcours qui nous donne, dans une communauté X, en quelque part, une institution apprenante. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'à partir de ces institutions, qu'elles puissent développer des ententes avec d'autres institutions, que ce soit des organismes, des écoles, des universités, des collèges, des garderies, etc., qui fait qu'en quelque part, on est dans un autre processus. Quand ces institutions ont reçu le label, ils sont à travailler ensemble dans une autre démarche de compétences collectives interorganismes pour qu'ils puissent mieux collaborer ensemble. Vous savez, je ne sais pas si c'est comme ça ici, mais chez nous, les organisations dépendent de financement de l'État. Et des fois, on va se faire compétition, puis on va même s'entretuer, un gros mot, mais dans cette démarche-là, on n'est pas... l'organisation perd énormément, c'est-à-dire la communauté perd énormément à ce moment-là. Donc, on pense qu'il est très important d'arriver à développer cette compétence collective interorganisme et ce qui nous donnerait éventuellement un nouveau cahier de charge de communauté apprenante. Donc, cette communauté reconnue, par exemple, Moncton, au Nouveau-Brunswick, serait reconnue dans un contour social, dans son territoire de communauté apprenante. Donc, voilà un peu là, à quoi ça pourrait ressembler, je veux dire, une communauté apprenante sur un territoire bien défini. Ça pourrait être, on aime beaucoup là, Badjon Moncton, Badjon Regina, Badjon Edmonton. Donc, on va probablement s'en servir aussi. On va badger le Canada, comme Don est en train de faire, avec l'aide du monde entier. Donc, on a certainement... On est vraiment ici avec beaucoup, beaucoup d'humilité et on est dans une démarche d'échange et d'apprentissage. Donc, on est déjà dans cette posture d'apprentissage et on a besoin de reconnaissance. Voilà, donc c'est un peu là, la démarche. J'y vais rapidement pour respecter le temps. Ça vous donne une idée de la mission qu'on s'est donnée pour les prochaines 50 ans. Donc, voilà. Et tranquillement, on espère pouvoir renforcer la vitalité. On veut mesurer cette vitalité-là à partir d'une communauté apprenante. On veut faire des comparaisons. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'est une approche andragogique. Andragogique, je ne l'ai pas entendu beaucoup, mais je pense qu'on se connaît. Oui, hein, c'est ça. Donc, l'étude pour les adultes, mais aussi dans une approche subsidiaire, c'est-à-dire qu'on est une organisation nationale, on passe par des organisations provinciales qui, eux, vont travailler pour le bien d'une collectivité en quelque part. C'est bon. Et je suis à 5 minutes à la période de questions. J'espère qu'il va en avoir 2 ou 3. Merci. Alors, une question dans la salle? Oui? Bonjour et merci pour votre présentation. Combien de temps vous a pris la genèse de cette opérationnalité de reconnaissance sociale? De mettre tout ça en place? Il y a plusieurs jalons. Combien de temps ça vous a pris à peu près? Vraiment, l'organisation, le RESDAC, pour des situations politiques ou quoi que ce soit, est tombé en dormance, je dirais même en coma pendant 5 à 6 ans. Les membres des provinces ont maintenu cette organisation-là et on a revu le jour, ça fait vraiment 3 ans. Et à partir d'une réflexion, la loi, etc., ça fait 3 ans qu'on imagine ce qu'on vient de vous présenter, mais on vient d'embaucher plusieurs consultants qui vont travailler pour nous, pour mettre cette vision en place. Puis c'est seulement la vision de communauté apprenante. Il y a toute une autre vision, comme Geoffroy le présentait, de développement économique. Donc, c'est tout nouveau, c'est bâti avec des gens, comme je disais, on a suivi, on a regardé ce qui se passait dans le monde. On a eu Don présent qui nous a aidés aussi dans la réflexion.
Donc, et en même temps, ma collègue qui va présenter dans quelques minutes a mis en place toutes les métadonnées en arrière d'une badge, donc toute la réflexion qui va en arrière d'une badge pour qu'on puisse vraiment documenter, voir. Donc, tout ça, c'est au début. On est vraiment au début de la démarche, puis on est vraiment dans une écoute parce qu'on n'aura pas une deuxième chance de faire une bonne première impression. Donc, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. C'est totalement nouveau. Bonjour, Sébastien Rigal, on est un organisme de formation sur une verticale métier, eau et assainissement. Et donc, on a ce problème de compétences métiers. Je voulais savoir, techniquement, quelle solution vous utilisez aujourd'hui? Est-ce que c'est en cours de développement? Peut-être que c'est la suite de la présentation. Quelle est la technologie que vous allez utiliser au niveau national pour badger tout le monde et avoir voilà, en fait, sur quoi vous appuyez? Quel outil, quoi? Merci. Vraiment, nous, on est toujours un. Donc, en même temps qu'on développe le contenu, on développe le site de badge. Donc, on a créé on est dans une consultation présentement nationale sur une plateforme qui s'appelle Franco Badge. Et on a mis en place un plan d'affaires. C'est une coopérative, une entreprise d'économie sociale. Donc, on a décidé de la faire comme ça parce que si on était seul à le faire, je suis certain qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait trouvé l'idée bonne, qui aurait fait encore mieux que nous. Donc, on est vraiment là, comme on dit, l'avion est en train d'atterrir et on est en train de mettre le béton. Donc, on va à cette vitesse-là. En même temps, on a des andragogues ou je ne me souviens plus comment on appelle ici, mais des gens qui sont en train de consulter les gens qui vont être bénéficiaires de cette formation-là pour s'assurer que les compétences que nous allons développer, c'est des compétences qu'eux vont définir dans la démarche du contexte là, local. Donc, on fait tout en même temps. On travaille avec Cancred, qui est vraiment notre grand frère, qui est partenaire de cette démarche-là. Je pense que c'est... je ne me souviens plus du nom là, de l'organisation, mais Don pourrait certainement... qui est en lien avec l'organisation internationale. Open Badge Factory, OK. Oui, merci pour votre intervention. Donc c'était très clair, mais je voudrais revenir justement sur un point. Justement, vous avez parlé de la question du financement. Donc justement, c'est quelque chose aussi qui nous intéresse, nous, en tant qu'acteurs français. Donc c'est problématique d'accès au financement pour les associations. Et on voit justement qu'on se retrouve à justement des solutions, comme vous avez utilisé, le mot est assez fort, mais le mot est assez juste, de parler d'entretuer, justement, où les structures doivent justement se battre en quelque sorte pour capter des parts de marché. Justement, dans quelle mesure cette dynamique-là peut empêcher la formation d'un collectif à l'échelle du territoire? Parce que vous avez parlé d'institutions apprenantes, mais est-ce que ces institutions apprenantes, dès le départ, elles sont pensées à fonctionner justement en réseau? Est-ce que c'est... Oui, bien, c'est une excellente question. Nous, on n'a pas d'assurance. On a réfléchi à la question. On pense que la formation de compétences collectives va nous amener à travailler mieux ensemble de façon synergique et de reconnaître les compétences de nos organisations pour avoir un meilleur résultat pour l'ensemble de notre territoire. Donc, on reconnaît l'importance de l'économie, de la culture, des réseaux santé et on s'entraide finalement plutôt que de se faire compétition. Donc, on amène une démarche empathique, une démarche... et en même temps, toutes ces organisations-là doivent créer c'est notre façon de rentrer dans le territoire. Et une fois qu'on est rentré dans le territoire, ces institutions apprenantes ont un impact, ont un rôle sur leur territoire pour créer ces espaces apprenants. Donc, c'est à partir de là que ça devient des agents multiplicateurs de cette interdépendance entre nous, les organisations, et les gens qui sont les citoyens de ce territoire-là. Donc, avec votre aide et avec... nous souhaitons, nous espérons que ça va faire moins de compétition, beaucoup plus de collaboration et un meilleur impact. On a déjà des indicateurs de succès qu'on a identifiés dans une communauté apprenante et ça, ce sont des indicateurs qu'on veut vérifier. Merci beaucoup. Donc, Denis et Geoffroy, on vous applaudit.